Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode de Graines d'artistes, un épisode hors série. Aujourd'hui, je suis avec Victoria Sauvêtre et on va parler de voyage à l'étranger, habiter à l'étranger, parce que c'est un thème qui est revenu quand même pas mal dans les épisodes de podcast, que finalement les artistes étaient quand même beaucoup amenés à voyager. Donc aujourd'hui, on va se dédier à peu près uniquement à ça. Donc bonjour Victoria. Salut Chloé. Pour commencer, est-ce que tu peux un peu te présenter ? Ouais, je vais essayer d'être rapide et bien le faire. Donc moi je m'appelle Victoria. J'aime bien dire tout de suite que je ne suis pas 100% française. J'ai vécu 16 ans à Madrid, donc 16 ans en Espagne. Puis après j'ai vécu 5 ans à Paris où j'ai fini le lycée, j'ai fait ma licence. Et puis là ça fait 3 ans que je suis à Montréal, donc très contente d'être là. Donc très international, mais c'est ça que j'aime. Ce serait notre exemple de l'étranger au cours de l'épisode. C'est ça. Représentante. Et je suis rentrée dans le dur direct. Voilà, on a exactement. dit c'est bon. On perd pas de temps. Est-ce que tu peux nous dire un peu ton parcours scolaire, professionnel Ouais, au niveau des études, c'est ça plus. Ouais. Ok. Du coup, j'ai fait toute mon enfance en Espagne, puis après j'ai fait mon bac en France et je savais pas trop ce que je voulais faire, sincèrement, un peu comme la plupart des étudiants aujourd'hui, mais je savais pas trop ce que je voulais faire. Du coup je me suis dit ok, je vais faire un truc large, je vais taper large. Donc j'ai fait une licence en langue étrangère appliquée, une LEA, je sais pas si Ouais. En fait ça touche tellement à plein de domaines, c'est les langues, puis aujourd'hui on va en parler, le côté international c'est tellement important aujourd'hui, mais c'est ça touche un peu à tout sans pour autant te mettre dans une case. Du coup, je me suis dit, ok, on va aller là, c'est super. Et puis, au bout d'1 an et demi, il y a eu la pandémie, voilà, comme tout le monde le sait. Et ça a un peu, je pense, influencé mon parcours parce que je devais partir à l'étranger pour faire un semestre. Je été prise pour partir en Argentine, donc vraiment, j'étais à fond dedans, j'avais vraiment envie. Je devais faire un stage aux États-Unis. Enfin, vraiment, j'avais comme tout un plan. Justement pas de carrière internationale, mais je voulais vraiment partir là. J'ai été frustrée, qui a fait que je me suis dit je vais partir au Canada. Du coup je voulais un master au moins qui soit à l'étranger, et ici il y avait l'avantage de on parle français, mais il y a le côté aussi un peu américain. Et c'est quoi ton cursus ici à Montréal justement ? Alors j'ai commencé par faire ce qu'ils appellent ici un DESS. Je sais plus le terme exact, c'est diplôme spécialisé. C'est un long nom, en développement organisationnel. Donc c'est principalement c'est un mix entre des ressources humaines et du management. Okay. Et là maintenant je suis en train de finir mon master en stratégie. C'est très large, stratégie, mais c'est pareil, c'est parce que je ne sais toujours pas exactement ce que je veux faire, et donc je veux toucher un peu à tout. Puis stratégie, du coup ça touche à tout ce qui est stratégique dans une entreprise, mais ça peut aller de... T'engageras pour le podcast. Exact. Si tu trouves pas, t'inquiète. Exact, voilà. Écoute, c'est ça. Bon, je raconte ma vie maintenant. Oui, vas-y. Raconte-nous ton parcours. Mon parcours scolaire, c'est pareil, il faut que j'essaie de faire simple, ça peut être très long. Ouais. J'ai fait 1 an de prépa après le bac pour Sciences Po, totalement poussée par mes parents, je n'avais aucune idée de où je voulais aller. Du coup j'ai été prise à Sciences Po Grenoble où j'ai fait ma première année en 2 ans pour la danse. Après ma 3e année je suis partie à l'étranger, et en fait j'ai pas eu ce truc que t'as eu du Covid, parce que du coup j'ai échappé à la pire année du Covid en faisant ma première année en 2 ans. Du coup j'ai pu partir, je suis venue à Montréal en échange d'1 an. C'était encore un peu mi-Covid mais ça allait. Du coup j'ai fini ma 3e année à Sciences Po, et puis après j'en ai eu marre, donc j'ai dit je pars. Voilà. Donc officiellement je ne suis pas diplômée de Sciences Po et je n'ai aucun diplôme, mais du coup je suis retournée à Montréal parce que ça m'avait plu. On va en parler plus après. Et puis je suis en maîtrise de communication maintenant, en recherche-création, parce que un peu d'artistique dans la vie. C'est ça. C'est quoi tes un peu, je veux dire, centre d'intérêt, etc. Autre que les études quand même. Autre que les études. Et honnêtement, c'est une bonne question, parce que on est nombreux à pas savoir ce qu'on veut faire, et souvent, je trouve qu'on met trop d'importance aujourd'hui sur le diplôme. Alors je pense que dans quelques années les diplômes ça va plus être ça, mais même déjà dès maintenant on le voit, le diplôme c'est plus vraiment ce qui compte en tout premier lieu.
c'est comme un must-have, tu vois, mais si tu fais pas de choses à côté, si tu te développes pas à côté, enfin ton diplôme il est bien, c'est presque le nom de l'école. Mais tu sais, le sous-titre un peu en dessous. Exactement. C'est pas hyper... Et puis quand tu fais une grande école, au final, c'est très large, donc t'es diplômé en tout et en rien, entre guillemets, je trouve. Enfin, t'as le nom de l'école, mais t'as pas non plus forcément des compétences hyper spécialisées. Exactement. Donc, totalement. Je suis un peu d'accord. Donc, je trouve que c'est important sans forcément avoir une passion incroyable. Enfin, je veux dire, c'est difficile de... T'as beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont pas de passion, ou tu sais, c'est pas comme... Quand on entend passion, il y a le côté passionné où c'est genre tu vois jamais le temps passer, etc. Moi, j'aime beaucoup faire du sport. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime et je sais pas si ça serait une passion, mais c'est quelque chose que dont je peux pas me passer. Et plus largement, comment est-ce que tu te développes? Ça, c'est quelque chose qui me passionne pour le coup. Et ça va passer à travers le sport, la psychologie. Je lis beaucoup de livres autour justement de la psychologie, de l'estime de soi. Comment est-ce que tu peux progresser dans la vie de manière générale. Et ça, je te dirais, c'est une vraie passion. Je pense que c'est aussi le fait que, vu que je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, et je sais toujours pas, je suis tout le temps en train de chercher qui je suis, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux me développer. Et c'est... je sais pas, au final, c'est ça qui me passionne. Puis c'est ce que j'aime aussi voir chez les gens, leur demander, ok, qu'est-ce que tu fais pour progresser, comment tu fais. Donc voilà, mais je te retourne la question aussi. Qu'est-ce que tu fais exact. Je pense sans grande surprise pour les personnes qui me connaissent ou qui me suivent un peu, je pense qu'une de mes premières passions c'est la... Enfin, j'allais dire la danse, mais je pense le spectacle en général. Je suis un peu fan de comédie musicale, je suis un peu vous savez, la personne qui aime bien les vieux films, genre les vieilles musiques et tout ça, années 80 et tout, c'est moi, c'est une vraie passion. Sinon, après je pense que j'aime beaucoup la cuisine, j'aime bien cuisiner, même si je prends pas toujours le temps. Et puis, lecture aussi, j'aime bien. J'étais grosse lectrice avant, maintenant j'ai un peu moins le temps. Mais plus de romans ou... Franchement, je lis tout. J'adore la fantasy, c'est vraiment ma passion. J'ai toujours cru que je détestais lire. Oui, mais il faut trouver les bons livres aussi. Enfin, faut trouver les bons livres, exact. Puis ce que tu aimes, au final, moi ce que je lis, c'est de la psychologie. Maintenant, je lis un peu des romans parce que je me dis, waouh, maintenant j'ai l'impression que j'aime lire. En fait, comme tu dis, c'est. Mais comme tu dis, au final, c'est le livre que tu achètes, c'est ce que les gens à chaque fois ils me disent, ouais, mais moi je crois que j'aime pas lire. Au final, franchement, c'est le sujet, la façon d'écrire. Tellement. Mais tu vois, moi je lisais pas trop de livres un peu justement de développement personnel. Ouais, nous on a fait l'inverse. Parce que ça m'embêtait. Moi je veux trop rêver et tout. Je m'en moque que ce soit réaliste. Et puis j'ai commencé un peu par des biographies en fait. Enfin, des livres écrits par des gens. Où du coup c'est un peu comme ça. Et puis au final maintenant, c'est cool aussi. Je trouve que trop lire de la psycho par moment. Ou du dev perso, il y a des moments c'est vrai, ça te met la pression de toujours devoir progresser, toujours être meilleur. Par moment, un roman, ça t'aide juste à t'évader et à penser à autre chose, quoi. Revenons à l'étranger, tout ça, au sujet principal. Bon, alors on l'a un peu dit, mais à part que c'était français, etc., pourquoi t'as choisi Montréal et cette école aussi, du coup est-ce que t'as fait plusieurs candidatures ou est-ce que c'était genre ton premier choix? C'est une bonne question. Au tout départ, j'ai toujours voulu... pour le Canada, je m'étais toujours dit HEC, c'était l'endroit que j'avais envie, parce que j'avais l'impression que je collais bien avec les valeurs de l'école, les programmes m'intéressaient beaucoup aussi. Et en même temps, il y avait, je sais pas si tout le monde va savoir ce que c'est, mais le Taj Mahal, il fallait faire, c'est un espèce de concours, un examen qu'il faut passer pour... Et moi, je voyais ce truc-là comme le plus gros obstacle à venir à HEC. Je me disais, oh là là, j'ai pas envie de le faire. Et du coup, je me suis dit, je vais peut-être regarder les autres universités parce que cet examen, il me fait un peu peur. Et du coup, j'ai regardé un peu l'UDM, l'UQAM. Mais ma mère est rentrée un jour dans ma chambre et m'a dit, mais Victoria, t'avais quand même vraiment envie d'aller à HEC. C'était vraiment... Est-ce que tu vas pas regretter? Et j'étais comme... Oui, je vais sûrement regretter. Du coup, HEC, c'était ça. J'ai eu de la chance, mais enfin... Ils n'ont pas voulu de moi. Tu pourras leur dire. Ah là là, je suis désolée. Mais ouais, non. Moi, c'était vraiment mon premier choix et j'ai misé que sur ça. HEC, en fait, le problème, c'est qu'à Sciences Po, j'ai pas de diplôme. En troisième année. Et du coup, ça marche. Déjà, là, à l'UDEM, ça a été compliqué pour que je rentre. Mais ça posait problème.
Donc je pense que HEC c'était quand même un de mes premiers choix. Après, mon premier choix c'était à l'UQAM en cursus danse. Mais j'avais pas fait d'études en danse en France, donc c'était aussi un peu différent de dire bonjour, je viens faire la maîtrise, mais j'avais pas fait d'études théoriques en danse, du coup j'ai pas été prise. Mais à l'UDEM, j'ai été prise à mes 2 programmes, donc communication et études internationales. C'était pas trop ce que je voulais faire, mais il faut en mettre 2, il faut payer, donc dans le moment, voilà, j'ai mis 2 choix quand même. Ouais, c'est ça. Et ouais, voilà. T'as dit donc tu avais absolument envie de rentrer à Montréal. Pourquoi Montréal alors? Ça va faire la bonne transition. Qu'est-ce que t'aimes de cette ville? Pourquoi tu... Ou est-ce que c'est la ville ou est-ce que c'est juste partir à l'étranger, peu importe la ville? En vrai, il y a un peu des deux, je pense, mais vraiment la ville qui m'a vraiment plu. Quand je suis venue en échange, en fait, c'est un peu bizarre. Je pense que vous allez dire qu'elle est folle. En gros, quand je suis venue pour mon échange, c'était de la chance aussi. Ça s'est très bien passé. En fait, les cours, j'avais déjà commencé à faire de la communication un peu. J'étais en com politique, donc voilà, mais j'avais quand même des cours de com, j'avais fait de la pub. La danse, j'étais dans un danse-études, c'était super chouette, sauf qu'au bout de 2 mois, je me suis blessée. Du coup, forcément, c'était pas la truc idéal que j'avais un peu imaginé, parce que en fait, quand je suis venue en échange, j'avais mis tous mes choix d'échange à la fac en fonction de la danse en fait, avec les écoles, etc. Et j'ai été prise au Canada et ils m'avaient affectée en Allemagne. Et du coup, j'ai fait des pieds et des mains pour revenir la première fois. Si vous avez besoin d'aide pour embêter l'administration des facs, n'hésitez pas, je suis la spécialiste. Chloé. Mais du coup, ouais, donc j'avais vraiment forcé pour venir et tout, et puis au final c'était très bien, mais je me suis blessée donc ça a un peu mis un frein. À la fin de l'année, j'en avais marre. Enfin, en fait, je suis vraiment rentrée plus tôt de Montréal parce que j'en avais marre et en fait, je savais que je devais revenir en France. Et en fait, dès que je suis rentrée à Sciences Po l'année d'après, c'était juste dans ma tête, genre j'y retourne. Enfin, il y avait vraiment ça. Et parce que. Je sais pas, les gens sont gentils. Je pense que c'est vraiment une des raisons, mais les personnes sont hyper gentilles, je trouve, et bien plus bienveillantes qu'en France. Moi, j'ai fait 1 an à Paris. Paris, vraiment, j'aime pas vivre là-bas. Enfin, c'est trop tout ça. Grenoble, Sciences Po, j'ai un peu détesté. Donc, du coup, voilà. Et en fait, juste pour la danse, pour l'art et tout, c'était trop bien pour moi. Je suis rentrée dans une agence, au bout de 2 secondes, j'ai dit ah, j'ai ce projet, les gens étaient là, ah, c'est cool et tout. Enfin, en fait, les gens sont trop bienveillants et il y a trop un truc de. En tout cas, moi je trouve pour l'art et ce que dans le domaine dans lequel j'ai envie de travailler, où en fait, c'est pas forcément plus facile, mais ne serait-ce que les gens vont te répondre ou te dire oui, j'ai reçu ton audition. Tu sais, c'est un truc en France, j'ai jamais pu, etc. Donc, et puis après, je pense, c'est un peu secondaire, mais juste, je sais pas, les paysages, l'environnement et tout, je trouve ça super beau, j'aime vraiment bien, même si j'ai pas du tout visité. Donc ouais, je me sentais vraiment pas mal bien ici, et ça s'est confirmé, donc ça va, très bien. Du coup, tu connaissais Montréal avant de venir ici? Parce que je me dis, je viens de me poser la question. Pas du tout, pour le coup, vraiment pas. J'étais venue, j'ai un tout petit peu de famille qui habite ici, genre la cousine de ma mère, enfin vraiment éloignée, tout ça, mais j'étais venue, j'avais 5 ans. Fait que je me souviens pas très très bien de mes impressions sur la ville. À 5 ans, oui, c'est bon, c'est la ville où je veux vivre. Non, pas du tout. J'étais jamais vraiment venue. Et sincèrement, je savais pas à quoi m'attendre. Enfin, moi aussi, j'avais un peu toute ce fantasme autour de Montréal. C'est le côté américain, mais en même temps, on peut parler français. J'avais toujours entendu que c'était quand même cool, qu'il y avait une vibe ici qui changeait. Alors, je sais pas, je me suis juste dit ouais, le Canada ça a l'air bien, ça a l'air d'être un bon compromis, même si je n'aime pas le froid, je n'aime pas le sirop d'érable et il y a plein de choses que je ne comprends pas. Là, tu peux... Je ne sais pas qu'est-ce que je fais ici. Faut rentrer là. Mais exactement, je ne sais pas. Moi j'adore la neige. Je n'aime pas ça. J'adore ça. Et je ne skie pas. C'est génial. Bon, donc voilà, mais je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'il y a un côté où, moi qui suis passionnée de psychologie, où on va aller en profondeur dans les choses, je trouve qu'ici il y a quand même ce côté où on est très sensible à l'autre, on va vraiment... Enfin, il y a une psychologie ici que j'aime, un mindset. Aussi, ça c'est aussi un truc important, mais on te juge beaucoup moins. Il y a un côté où on est très ouvert. Enfin, Montréal c'est multiculturel aussi, donc il y a un côté où ici... tout le monde vient de partout et de nulle part. Enfin, je veux dire, donc il y a aussi cette ouverture d'esprit que j'aime et où on va tous s'intéresser les uns aux autres. Et moi, j'ai toujours su que je voulais être dans un endroit plus large, où on respire, il y a plein de parcours différents et où la différence est bonne, tu vois, aussi. Et l'été, ici, c'est fou.
aussi. Enfin, Ouais. faut le Mais dire, l'été la dure vibe est longtemps, incroyable. un peu par rapport en France, je trouve. Tu vois, jusqu'à Ouais. octobre, truc comme ça. Oui, c'est vrai. C'est doux quand même. Bah, Donc on n'a ça- pas de demi-saison. Il Ouais, n'y a pas de c'est ça. demi-saison Ça ici. compense un peu. C'est je ça. trouve. Heureusement, l'été ici est incroyable. Et chaque année, en fait, je me dis qu'est-ce que je fous là quand c'est l'hiver, je me dis qu'est-ce que je fais ici, pourquoi. Et dès que t'arrives, je fais ok, je comprends. La vibe est incroyable. Juste l'été. Les gens, je sais pas, il y a un truc, je sais pas, c'est parce qu'on a souffert pendant l'hiver. Et l'été, c'est d'un coup, c'est l'explosion, les gens sortent. La sécurité aussi, faut le dire, mais Ouais, c'est vrai. en tant que femme, je pense que t'es assez d'accord. Puis Ouais, t'as vécu ouais. à Paris aussi, là, donc je pense qu'on se rejoint, même si j'ai heureusement pas eu, je touche du bois, mais j'ai pas eu trop de problèmes. Te balader sans avoir d'arrière-pensée, en étant détendu, sur le long terme, ça fait Ah ouais, beaucoup. non, ça fait une différence. Ouais. C'est reposant. C'est ça. C'est ça. Est-ce que ça a été dur pour toi dur ou facile de t'adapter quand t'es arrivée ici pour la première fois? Encore une fois, je pense que c'est une bonne question parce que aujourd'hui, peut-être c'est un peu t'as raté ta vie si t'as pas vécu un peu à l'étranger. Enfin, j'ai un peu cette impression-là. Enfin, c'est devenu normal de partir, de faire un séjour à l'étranger. Or, ça reste quand même un luxe. Enfin, on a beaucoup de chance de pouvoir vivre à l'étranger, etc. Mais il y a ce côté où on fantasme aussi beaucoup le fait de voyager, de partir, de vivre. Enfin, aujourd'hui, maintenant, les gens plaquent leur job pour aller vivre à Bali. Mais c'est pas Je vais être digital nomade à Bali. Je vais être digital nomade à Bali, je vais tout plaquer et puis je vais vivre d'internet, tu vois. Et je vis pas d'internet, c'est pas ça mon propos, mais c'est plus de dire on fantasme le fait de vivre à l'étranger. Et donc moi j'ai eu ce truc là avant de venir, je me disais je serais heureuse une fois que je serai à l'étranger, je serais bien une fois que je serai là. Or non, en fait juste quand tu débarques dans une nouvelle ville, tu connais personne, tu n'as pas tes amis, tu ne connais pas le pays. Enfin, je veux dire, l'adaptation est quand même rude. Et donc, je me disais, mais je comprends pas pourquoi. Est-ce que j'ai un problème? Est-ce que c'est juste que j'arrive pas à m'adapter? Ou est-ce que juste, il faut laisser le temps aussi de s'acclimater et tout ça? Enfin, il y a des gens qui aussi peuvent ne pas accrocher avec Montréal, mais le début est difficile. Et je pense que c'est important de le redire. Parce qu'il y a plein de gens qui fantasment le fait de vivre notre vie, de partir à l'étranger. Or, je sais pas après si toi aussi ça a été différent, peut-être que ça l'a été, mais moi je connaissais personne en arrivant, donc ça a été de tout se reconstruire. Heureusement, il y a eu plein de choses bien, j'ai eu une super coloc très vite, donc j'ai pu avoir des gens avec qui je m'entendais bien vite. Je me suis fait des amis quand même relativement rapidement, genre au bout de 3-4 mois, je commençais vraiment à avoir beaucoup plus mon cercle, tu vois. Mais ça reste que le début, il est pas facile. Enfin, je trouve qu'il y a quand même toujours ce petit temps où t'es loin, tu connais pas la culture, tu sais pas par quoi commencer. Enfin, je sais pas, toi comment tu as vécu le début? En vrai, ça a pas été si dur que ça, je pense, mais parce que je pense aussi que j'avais un peu déjà l'habitude de... Enfin, quand je vivais à Grenoble, je vivais déjà seule à un moment donné. Alors, c'était pas non plus un autre pays, mais du coup, j'avais 19 ans, je pense. Je suis allée habiter toute seule à Grenoble. J'ai jamais fait de coloc, j'ai toujours été toute seule parce qu'au final, j'ai préféré être toute seule. À Grenoble, j'avais pas non plus beaucoup d'amis parce que j'ai fait ma première année en 2 ans, donc j'ai vu des gens la première année, l'année d'après, nouvelles personnes, dû recommencer. Je faisais pas tous les cours. Donc en fait, vu que j'étais toujours un peu à contre-courant de tout le monde, donc j'avais pas forcément énormément d'amis ni rien. Après, je rentrais tous les week-ends chez mes parents par exemple, alors qu'ici, forcément, je ne rentre pas tous les week-ends chez mes parents, c'est un peu loin. Ah bon? Non, j'ai pas encore le jet, mais ça va venir quand tu travailles. Un jour. Non, en vrai, ça allait. Je sais que moi, presque le plus dur du début, c'est qu'au final, quand je suis arrivée, j'ai été accueillie en fait par la famille d'amis de ma tante, enfin bref. Et du coup, j'ai vécu une semaine chez eux. En fait, j'étais pas dans Montréal même, j'étais, je sais même plus le nom de la ville, mais genre à 30-45 minutes, donc je pouvais pas me déplacer jusqu'à Montréal de moi-même. Et en fait, vivre avec des gens que tu connais pas, même si c'était adorable, hein, vraiment, ça m'a... Tu sais, au bout d'une semaine, c'était genre, j'en pouvais plus, j'avais qu'une hâte, c'était d'être dans mon chez-moi, dans mon appart, et genre, tu sais, aller chez Ikea, mettre un lit, et genre, ok, c'était parti. Et après, la fac et tout, ça a commencé super vite, la danse, ça a commencé super vite, donc je pense que j'ai pas trop eu ce truc de... J'étais un peu toute seule et tout, parce qu'en fait, j'étais occupée. Mais je sais que j'avais un peu ce truc de... En fait, le soir, quand t'as fini ta journée, t'as personne à qui parler. Parce que littéralement, toute la France dort. Donc en fait, t'es chez toi et tu peux parler à personne. Et des fois, t'es juste un peu là, bon bah...
tu fais rien, des trucs comme ça. Du coup, j'essayais de mettre des petites. Enfin, je sais pas, je faisais des trucs, soit lire, regarder une série ou faire des trucs pour un peu compenser le truc. Sinon, j'étais juste là, genre à broyer du noir en mode bon, bah voilà, super. Mais justement, du coup, quand tu vivais ce moment difficile, tu disais, tu faisais quoi? Tu te mettais des petites activités ou tu te forçais à aller dehors? Qu'est-ce que tu faisais pour justement aller mieux? Bah, je sais que je me forçais pas mal à sortir. Enfin, parce que pas forcément aller voir des gens, mais juste même me balader, des trucs comme ça. C'est un truc que je faisais jamais en France. Et juste, toi, me dire, bon, bah, du coup, je vais sortir une heure, faire un tour, etc. En plus, moi, je suis en bas de la rue commerçante, donc toujours, il y a du monde, des trucs comme ça. Sinon, après, des trucs qui paraissent un peu, enfin, pas stupides, mais vraiment, c'est genre, des fois, je sais pas, juste, tu sais, je faisais des trucs, genre du coloriage ou n'importe quoi. Juste des trucs un peu, tu sais, apaisants, mais ça m'occupait, parce que j'avais pas envie de juste être là, tu sais, tu regardes les réseaux pendant 1000 ans, mais de toute façon, tout le monde dort et tout, enfin, t'as rien à faire. Donc, ouais, je faisais ça. Je sortais un peu dans les cafés, des trucs comme ça. Des fois, juste, je sortais pour aller travailler dehors, dans un café, des trucs comme ça. Comme ça, j'étais avec du monde. Et puis, même des trucs, je sais pas, des restos, des trucs comme ça, toute seule, des trucs comme ça. C'est un peu ça. Et si j'avais besoin de parler à quelqu'un et que bah, personne n'était disponible, en fait, c'est que j'écrivais quand même ou j'envoyais quand même les messages. Même si je savais qu'ils allaient pas me répondre, mais juste, tu sais, de l'avoir dit à quelqu'un directement, même s'il l'a pas reçu, en fait, ça m'aidait de fou à me dire. Tu sais, je rentrais, c'était passé un truc cool, j'étais là, ouais, trop bien, mais t'as personne à le dire. Pas grave, j'envoie mon message en mode, bon, tu vas te réveiller, tu vas recevoir un pavé de 15 lignes de moi, tu vois, alors que tu dormais avant, mais voilà. Et ouais, je faisais ça. C'est un peu. Ouais. Je sais pas. Je trouve ça bien qu'on mette en lumière ça, parce que c'est pas facile, même si tu vois, avec du recul, on dit que ça c'est quand même globalement super bien passé. On oublie, mais je trouve ça important de le souligner parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de gens qui fantasment, et nous les premières, on a fantasmé un peu. Enfin, je pense, le fait de vivre à l'étranger, on n'a pas tout de suite pris en compte. Enfin, on s'est dit que potentiellement ça serait peut-être dur, qu'on était un peu stressé de venir. Tu peux pas te rendre compte vraiment de ce que ça implique, je pense. Tant que tu le vis pas. Est-ce que du coup, d'être venu ici, parce que c'est quand même deux cultures un peu différentes, est-ce que t'as vu la France de manière différente? Est-ce que t'as vu un vrai, je sais pas, changement de culture? Ou comment ça s'est un peu passé, cette adaptation-là, on va dire? Le fait donc du coup de revenir en France. Bah parce que ouais, t'es parti, t'es revenu, je pense qu'on perçoit les choses un peu différemment, peut-être. Bah, ça va faire très cliché, mais c'est sûr que tu comprends. Non, j'allais pas dire ça. J'allais dire, bah, tu sais qu'il y a plein d'autres choses qui existent. Donc quand tu reviens en France, c'était un peu en mode, ouais, la France c'est ça, mais il existe tellement de choses. T'as une ouverture d'esprit, je trouve, qui est tellement plus. Enfin, du coup, t'abordes la vie vraiment différemment. Quand tu rencontres de nouvelles personnes, tu vas avoir. Enfin, moi, j'ai l'impression que j'ai développé la curiosité encore plus envers les gens. Tu sais, de plus me dire. Ah bah moi je vis à l'étranger, donc eux qu'est-ce qu'ils font de différent, enfin qu'est-ce qu'ils font de différent de moi, enfin tu vois, j'ai quand même ce truc de quand je rencontre des gens en France, bah j'ai déjà le truc de le monde est si vaste que c'est fou quoi. Donc voilà, puis ma perception donc du coup plus de par rapport à la France, bah moi j'ai envie de rester ici pour mes raisons personnelles, mais non mais c'est plus que ici justement il y a ce côté et en fait il faut que ça parle à chacun. Il y a beaucoup de gens qui rentrent en France parce qu'ici ils se sentent pas ils ont aimé, c'était un temps donné. Au final Montréal, j'ai souvent l'impression que c'est une plaque tournante, les gens viennent, repartent, les gens restent rarement ici pendant genre 20 ans, sauf si vraiment, enfin je veux dire il y a eu un truc qui s'est passé avec la ville, mais la plupart des gens viennent, partent, etc. Et ouais, c'est ça. Moi, je trouve que la France, du coup, par rapport à Montréal, il y a le côté où je trouve qu'ils sont un peu plus fermés. L'état d'esprit, ici, il y a le côté plus américain, donc aussi plus ouvert, plus du côté business, plus pas opportuniste, mais ça ouvre plus, tu peux monter plus facilement. Beaucoup moins aussi élitiste, j'ai l'impression. C'est mon avis personnel aussi. Les diplômes c'est important ici, mais enfin ce qui compte c'est qu'est-ce que tu as fait dans la vie, c'est quoi tes expériences, qui tu es en tant que personne. Je dis pas que la France c'est que ça non plus, hein, mais de manière, j'ai quand même, en ayant travaillé en France, et j'ai quand même travaillé un petit peu en France, y a un côté aussi très dur en France, très jugeant, mais en même temps qui est bien. Enfin je veux dire, on a une personnalité en tant que Français. Voilà, c'est quand même des pour et des contre. Exactement. Mais il n'empêche que ça me conforte dans mon choix
de vivre dans un endroit où il y a tellement de cultures différentes. Ici, c'est tellement multiculturel. D'accord, la France est magnifique. Et justement, c'est ça. C'est quand tu reviens, voilà, tu redécouvres aussi tous les avantages de ton pays, gustativement parlant. C'est incroyable, la gastronomie française. L'architecture, le patrimoine culturel. C'est sûr que la France a beaucoup, beaucoup d'avantages. Puis juste la diversité qu'il y a en France aussi, de paysages, de choses. Et voilà. Et toi, qu'est-ce que tu dirais par rapport à la France? Parce que tu avais vraiment très envie de partir aussi. Ouais, en fait, moi, c'est juste que je me sentais un peu... Enfin, c'est pas que j'aime pas la France du tout, c'est juste que dans ce que je veux faire par rapport à la danse et tout, c'est un peu bête, mais tu sais, on dirait on m'a jamais laissé ma chance, entre guillemets. Dans le sens où tous les trucs en France, ça a été des... ok, on va te donner ce statut-là pour t'aider pour l'école et tout. Et... Ah non, mais en fait, t'as pas le niveau, du coup, on te le donne pas, mais t'as commencé l'année avec les aménagements. Et là, on va te dire, bon, mais du coup, c'est pas grave, hein. Continue de travailler et on te donnera le statut l'année prochaine. Et moi, je suis là, mais du coup, comment je fais pour travailler parce que vous me laissez pas le temps de le faire. En fait, c'était que des choses comme ça où je me sentais un peu, tu vois, et tout. Et d'être partie à Montréal et d'être revenue en France, c'est là que je pense que j'ai vraiment compris le truc où... je sais pas si c'est pas fait pour moi, mais je pense pas maintenant, tu vois, peut-être à ce moment-là de ma vie. Mais ouais, quand je suis rentrée en France, ça a été un peu un clash là entre ce que je voulais faire, le rythme, les études, les tout. Là, genre le podcast, techniquement, jusqu'à il y a très récemment, j'ai tout fait toute seule, tu vois, quasiment. J'ai pas. Enfin, il y a pas quelqu'un qui m'a dit, ok, tiens, derrière, on va faire ça. Mais juste les gens, tu leur dis, oh, j'ai un podcast, déjà, ils sont juste contents. Où ils vont te poser des questions, ils vont s'y intéresser, ils vont pas juste te regarder en mode, mais c'est quoi, tu vois, des trucs comme ça. Donc cet aspect un peu de plus de bienveillance et en fait même disponibilité un peu, j'ai l'impression, tu sais, les gens ils vont prendre le temps de te répondre, même si c'est un avocat, même si c'est n'importe qui, n'importe quoi, un peu ouverture comme tu disais. Et puis juste le sport et tout, en fait ici c'est tellement plus développé qu'en France. Quand tu vois, tu sais, même nos sportifs pros, ils gagnent pas leur vie, des trucs comme ça. Je sais pas, tout cet aspect-là, un peu, ça a fait que j'avais envie de repartir. Mais j'ai plus l'impression que je suis un peu en mode... entre les deux, tu vois, dans le sens où... là, je fais encore mes études, mais je me verrais bien, tu sais, je sais pas, faire 6 mois ici, 6 mois en France. L'avantage que je trouve ici, c'est que c'est pas non plus les États-Unis, donc c'est un peu quand même un entre-deux. On est bien, c'est ouais, non, mais même, tu vois, sur... je sais pas, même la nourriture, un truc comme ça, tu sais, c'est pas non plus à l'excès comme aux États-Unis, ça peut l'être. Donc en vrai, moi ce que je trouve, je sais pas, j'ai toujours, c'est un peu la France. Tu sais, c'est la France, mais dans les États-Unis, genre je sais pas, tu vois, tu sais, ça parle français, il y a un peu de trucs comme ça, et en même temps t'as un peu l'ouverture. Je trouve que c'est vraiment le mix, un bon mix. Je mettrais un bon. C'est une bonne transition. Un bon ratio. Et c'est tout. En fait, je veux dire, quand t'as un endroit, tu vois beaucoup plus les inconvénients. Oui. Quand tu reviens, enfin, je veux dire, tout est une question de perspective. Oui, ça c'était bien. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant dans ton parcours, c'est que t'es resté ici pendant un bout, puis après t'es revenu en France, t'as eu le temps de dire, ok, de comparer les deux. Moi, entre temps, je suis pas vraiment revenue, enfin, je reviens pour voir ma famille. Oui, quand tu viens en vacances, c'est pas pareil. C'est ça, et tu reviens, tu passes que des bons moments avec ta famille, donc c'est facile aussi peut-être de te dire, en fait, j'étais peut-être mieux en France, mais derrière, une fois que tu rentres en France, réellement, tu te dis, en fait, j'étais mieux là-bas. En fait, voilà, je sais pas. Tu vois, je trouve que c'est ça. Et t'es toujours mieux un peu là où tu n'es pas, de presque, tu vois. Et quand tu restes longtemps, pour avoir vécu par exemple longtemps en Espagne, quand j'étais sur place, il y avait plein d'inconvénients et je sais pas comment dire, je me plaignais, mais je voyais tout ce qui allait pas, j'étais loin de toute ma famille en France, enfin bref, il y avait plein de trucs. Et aujourd'hui, je me dis, mais oh là 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 là, c'était tellement bien, heureusement que j'y suis allée, heureusement que j'ai vécu. Il y avait du soleil, il y avait de la chaleur et tout, c'était fou. Mais voilà, je trouve que c'est ça qui est intéressant aussi dans ton parcours. Et un truc que je voulais aussi rajouter ici, c'est la bienveillance aussi par rapport à l'échec ou l'enseignement. Je sais pas, toi si tu le vois dans le cadre de tes études, mais la relation qu'on a avec les professeurs, le rapport à l'échec, à faire des erreurs, c'est ok si tu n'es pas parfait. Enfin, je veux dire, il y a des trucs où je me dis, ici, il y a quand même cet état d'esprit qui, pour le long terme, me plaît dans, tu vois, la vision de la vie de manière générale. Enfin, je veux dire, il faut que tu testes dans la vie, il faut que tu tombes et puis voilà, tu te relèves et c'est pas la fin du monde, quoi. On peut parler un peu de plus comment
on se gère un peu justement soi-même, comment on gère l'éloignement de la famille ou la solitude, même s'il y a des gens qui aiment bien, qui sont plutôt solitaires, etc. Toi justement, est-ce que c'est dur, pas dur? Comment tu gères un peu? On a déjà un tout petit peu parlé, mais cet éloignement avec ton cercle proche, je pense. Ouais. Il y a aussi, je pense, l'expérience, l'âge qui joue. Ouais. Que quand je suis arrivée ici il y a 3 ans, c'était la première fois que je partais de chez mes parents. Et moi, je suis pas partie. Est-ce qu'il y a des gens qui partent à l'étranger parce qu'ils ont envie de partir aussi de leur famille, qu'ils ont besoin de souffler? Moi, c'était pas le cas, vraiment. Je m'entendais très bien avec ma famille et voilà, mais c'était plus que j'avais envie de me challenger, entre guillemets. Enfin, j'avais envie de vivre quelque chose de nouveau. Donc au début, oui, c'est sûr que c'est un peu c'est difficile, mais comme tu l'as dit, en fait, quand tu t'es loin, t'es obligé de te bouger. Le sport, ça c'est sûr que ça... Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Le sport, bien manger, bien dormir, c'est juste les piliers d'être bien dans sa vie, même si t'es tout seul. Il vaut mieux gérer ces 3 piliers et faire un maximum de trucs dehors, donc tester des activités. Nous, on a l'avantage aussi d'avoir l'université, l'école, qui fait qu'on voit tellement de gens, exactement. Puis tu rencontres une personne qui te fait rencontrer une deuxième, puis une troisième, puis tu commences à créer ton cercle aussi comme ça. Mais honnêtement, le sport m'a beaucoup aidé. Écrire m'a beaucoup aidé aussi. Écrire, que ce soit à des gens, mais juste à toi sur un... Enfin, moi, après, de base, j'écris beaucoup. Il y a des gens qui sont peut-être moins fans, mais moi, j'écris tout ce que je ressens ou sans... J'ai pas un truc particulier, un journal de bord où j'écris aujourd'hui j'ai fait ça. Non, c'est plus là, j'ai besoin de tout lâcher, j'écris. Ça fait un bien fou. Courir aussi, ça fait beaucoup de bien. N'importe qui, même 10 minutes. 10 minutes, ça te défoule, ça te fait du bien. Et sortir dans des petits cafés aussi. Mine de rien, tu peux rencontrer des gens dans les cafés. Est-ce que t'as eu des... Enfin justement, il y a eu des moments, je sais pas, on va dire vraiment difficiles, où presque tu t'es dit genre... Je sais pas, je rentre, ou tu vois, ou je... Ouais, t'as eu des moments comme ça. Ouais. Comment t'en es sortie aussi? Du coup, t'es toujours là. Du coup, voilà, c'est le moment tout s'est bien passé. Actuellement. Ouais, c'est ça. Là, en ce moment, je vais pleurer. Non, j'ai eu un gros moment difficile la première année, du coup, où j'étais en couple au moment où je suis partie à Montréal. Et on a décidé de se séparer à distance au bout de 2 ou 3 mois où j'étais ici. Et donc vivre une rupture, et ça faisait 4 ans et demi que j'étais avec la personne, donc vivre une rupture à l'étranger, loin de sa famille, déjà de base, j'avais jamais vraiment vécu une vraie rupture. Donc déjà c'était la première fois que j'en vivais une, j'étais loin de ma famille, je venais de débarquer dans une ville où tu connais personne. Donc là, ce moment-là, j'étais un peu en mode... compliqué. Je sais pas trop... Je me disais pas que j'avais envie de rentrer ou si... Je me disais... Enfin, je ne voulais pas forcément rentrer, mais je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Genre, c'est dur, quoi. Enfin, je veux dire... mais il n'y a jamais eu un moment où vraiment je me suis dit, je veux rentrer. Genre, je me suis plus dit, c'est vraiment difficile, mais je sais qu'en France, ça serait tout aussi difficile et je me plaignerais tout autant, tu vois. Mais oui, là, pour le coup, ça a été dur et... Encore une fois, je reviens toujours, mais le sport m'a tellement aidée. Le sport, avoir quand même des bons amis à l'étranger ou autour de toi. Enfin, moi, j'ai eu aussi de la chance. Je commençais à avoir des bons amis ici qui ont quand même pu m'aider. Mais c'est vrai que ce moment-là, il a été ouf. C'est les 2 premiers mois, là, j'étais là, ah, ok, sympa. L'étranger, mais c'est super. Je m'étais fait tout un monde magnifique de l'étranger. Puis, c'était intense. Ouais, c'est un peu dur. C'était pas prévu. C'était pas prévu aussi. Après, on pouvait potentiellement s'y attendre. Moi, de mon côté... Après, la rupture, c'est très bien fini. Aussi, ça, je pense, ça aide. Genre, ça n'a pas été un truc, on s'est déchiré, ou on s'est mutuellement trompé. Enfin, tu vois, ça aurait pu être tellement plus dur. Là, ça s'est fait. Genre, on était mutuellement OK avec la décision. Donc, je pense que ça aide aussi. Mais les choses qui ont aidé, c'est vraiment le sport. Sortir plus souvent, même te balader comme tu dis, puis tu parles avec les gens et en fait ça se fait tout doucement et ça aussi faut le rappeler, c'est que c'est lent et c'est normal que ça soit lent au début. Enfin je sais pas, et lent ça veut dire quoi? Est-ce que 3 mois c'est très lent? En soi je pense même pas, tu vois. Je me dis que parfois tu mets plus de temps et aujourd'hui on est tellement habitué à voir tout vite
t'habituer vite. Et dès qu'il y a un truc qui va pas vite, c'est bizarre. C'est un peu frustrant. C'est hyper frustrant. Et tu comprends pas. Mais la vérité, c'est que ça prend vraiment du temps. Et moi, j'ai vraiment commencé à me sentir extrêmement bien à la fin de ma première année. Je dis pas que j'ai pas été bien juste avant. Mais vraiment, là où tu te sens vraiment bien, ou là où tu kiffes pour de vrai, c'est maintenant. Mais ça fait 3 ans. Je suis d'accord. J'allais dire... On fait la liste des petites ressources coups de mou et tout, mais du coup on les a déjà un peu dit. Ouais, c'est vrai. Le sport, bah, t'as dit l'écriture. L'écriture, je pense que je suis d'accord aussi. J'allais dire écouter aussi des gens, écouter des podcasts, écouter donc écouter les podcasts, mais écouter ce podcast, écouter nous. Non, mais plus dans le sens lire aussi, ça peut passer par la lecture, les podcasts, les vidéos, mais écouter d'autres personnes qui vont te partager l'expérience, qui vont te dire que c'est normal, qui ont vécu des choses bien plus dures que toi aussi, ça aide. Moi là en ce moment je lis Mike Horn, je peux te dire le gars, je me dis ouf. Bon, moi ça va, là, la neige, c'est pas... Ouais, y a pas 15 mètres. C'est pas fou par rapport à être dans la jungle pendant 6 mois. Tu vois, enfin, je veux dire, tout est aussi une question de ratio, de perception, tout ça. Mais en tout cas, t'inspirer de gens qui ont fait aussi des choses difficiles, ne pas te sentir seul, ça aide de ouf, quoi. Moi, les étirements, ça va un peu dans le sport. Mais je trouve que m'étirer et tout, ça m'aide vraiment le soir si je suis un peu trop tendue, j'arrive pas ou je sais pas quoi. Retrouver juste tes ancrages où tu prends soin de toi. T'es ta bonne amie en fait. Et c'est ça, je trouve, le fait de vivre loin à l'étranger aussi et que t'es loin de ta famille, t'as plus toujours une personne qui est là, comme nous, nos parents, ou qui vont prendre soin de nous. Là, c'est à nous de prendre le lead et de te dire en fait, je vais prendre soin de moi là ce soir. Je vais me faire un bon plat, je vais me faire un bon chocolat, retrouver ces petits ancrages, ça aide de fou. Est-ce que ça t'a apporté, toi personnellement, comme tu disais que t'aimais beaucoup ça, te développer, etc. Comment l'étranger, un peu, ça a impacté ta façon de te développer? J'aime pas trop dire ça, mais je sais pas, d'avancer dans ta vie, ou dans tes objectifs pro, ou toi en tant que personne. À quel point ça t'a... ça a eu un impact, en fait, sur toi-même. Juste, tu te connais mieux. Genre, rien que ça, genre... Tu sais beaucoup plus ce que t'aimes, ce qui compte pour toi, tes valeurs principales. Ça a tellement de... Enfin, pour moi, ça a beaucoup de valeur. Surtout quand tu sais pas ce que tu veux faire de ta vie. Je trouve que partir à l'étranger, il n'y a pas mieux pour arriver à se découvrir. Parce que vu que c'est difficile, ça te demande de la résilience. Donc tu prends conscience que tu t'en meurs pas, que tout va bien. Enfin, moi, ma rupture, je me dis, aujourd'hui, il m'arrive une rupture, tout va bien, j'ai vécu ça loin, toute seule, à l'étranger, je venais débarquer. Je sais que maintenant, je peux le faire, c'est pas un problème. Pas faire pire, presque. Oui, mais il peut toujours avoir pire. Mais comme tu dis, ça m'a donné comme la preuve que je peux y arriver. Quand je me suis réveillée le premier matin à Montréal, j'étais comme, je ne sais pas à quoi ressemble dehors, je ne sais pas à quoi ressemble la ville, c'était un peu angoissant, et la moindre chose, j'étais comme, c'est une sortie de zone de confort tous les jours. Encore une fois, j'aime pas ce mot sortie de zone de confort, maintenant c'est très cliché et tout ça, mais c'est vrai. Mais je te retourne la question, est-ce que toi aussi déjà, tu sais, il y a des décalages horaires, je pense que si tu pars à l'étranger, mais déjà peut-être plus proche de chez toi, c'est peut-être pas tout à fait pareil. Mais en fait, du coup, t'as beaucoup plus... En fait, quand t'es chez toi en France, t'es jamais tout seul. Enfin, même si t'es tout seul physiquement, toutes les personnes en contact sont très facilement en contact, à moins que tu vives la nuit et que tout le monde dort. Quand t'es ici, t'as quand même une période de, je dirais, au moins, peut-être, je sais pas, 4-5 heures, fin de journée, où en fait, t'es tout seul. Donc en fait, au bout d'un moment, t'es tout seul, tu connais pas encore de monde. T'es tout seul avec toi-même et forcément tu vas peut-être plus te poser plus de questions, tu vas peut-être te rendre compte que en fait des gens avec qui t'étais avant, en fait c'est pas des bonnes personnes pour toi, ou au contraire tu leur as pas beaucoup parlé et ils t'aidaient pour te développer, je sais pas, il y a plein de trucs comme ça. Justement par rapport à l'entourage aussi, le fait de vivre à l'étranger, j'ai l'impression que ça te fait voir aussi avec qui t'as le plus envie de passer du temps aussi, parce que vu que t'as plus ta famille, ton cercle d'amis proches, maintenant c'est à toi de choisir qui tu veux côtoyer, qui tu veux voir. Et moi je trouve que le début où tu rencontres plein de gens, parce que tu dis oui à tout, tu vas rencontrer plein de gens. Moi il y a eu des fois où j'étais comme ok, ça c'est vraiment pas du tout le genre de personne avec qui j'ai envie de passer du temps, genre vraiment c'est pas du tout l'état d'esprit avec qui j'ai envie d'être. Je pense qu'on l'a pas beaucoup dit non plus, mais à côté du coup de de la fac, etc.,
t'as quand même ton compte Insta où t'as quand même une newsletter, tu postes, je serais incapable de dire combien de posts, tout ça, mais tu postes quand même régulièrement, tu sais, il y a un format, il y a un truc, il y a comment on dit, de l'organisation, tu vois, c'est pas juste, je pense, un plaisir perso, mais il y a quand même un but un peu, je sais pas si c'est professionnel derrière, mais en tout cas, ouais, de faire quelque chose de cadré. Du coup, comment t'as un peu développé ton professionnel, je sais pas, comment tu vas vers tes objectifs, ils sont encore un peu flous, mais... Là, tu me dis, ça a l'air cadré, organisé, et honnêtement... Bah, après, c'est du côté créatif. Et c'est comment? Quand c'est trop organisé, pour moi, en tout cas. Oui, je suis d'accord. Et du coup, moi, je suis à la moitié entre ça très organisé, et en même temps, c'est un peu du freestyle, parce que si c'est trop organisé... J'ai l'impression de complètement brimer ma spontanéité dans la créativité. Donc je dirais que tu vois, la newsletter, là, c'est vraiment cadré. Je sais que tous les lundis, je veux écrire et c'est un plaisir, mais c'est vrai que c'est un truc que j'ai envie de développer. Mais après, encore une fois, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, ce qu'on disait en off là tout à l'heure, mais est-ce que c'est vraiment ça réellement que j'ai envie de faire? Je sais pas. Du coup, pour répondre à ta question, plus comment est-ce que je développe le côté pro, bah, de parler avec les gens, ça aide beaucoup. De surtout, enfin je veux dire, chacun a son parcours. Si toi t'arrêtes de parler, tu t'intéresses à l'autre, c'est évident que tu vas apprendre des choses. Tu sais, je le fais pas à chaque fois qu'on parle, je me dis pas je vais retirer quelque chose de toi. Mais c'est plus de commencer à moins penser à soi, je pense, et plus réfléchir à comment les autres ont fait, et après ne pas tomber dans je vais copier exactement ce qu'il va faire, voilà, mais plus dire ok, bah ça résonne chez moi. C'est peut-être qu'il y a un truc qu'il faudrait que j'aille creuser. Je parle beaucoup avec mes professeurs aussi. C'est un bon réseau. Bah après, HEC, ça reste quand même un bon réseau. Donc dès que tu rencontres des étudiants, tu peux te dire ça peut être des futures personnes avec qui on pourrait bien s'entendre, on pourrait bien travailler, etc. Mais c'est sûr que l'université, ça aide beaucoup. Les profs, beaucoup, parce que c'est pas comme des mentors, mais presque quand même aussi, tu vois. En plus, il y a le côté où moi personnellement j'ai pas envie de me mettre dans une case, j'ai pas envie d'avoir un seul métier, pour moi c'est vraiment dur. Et je pense que t'es un peu pareil à faire plein de trucs et tout, l'organisation et le cadrage, tout ça, j'ai un peu du mal ça, non mais voilà, mais tu vois, on teste plein de trucs et je pense que c'est ça qui aide pour le pro, enfin en tout cas pour moi, en tout cas c'est vraiment vu que j'ai pas envie de me foutre dans une case, c'est de tester tout et puis on verra par la suite, et après discuter avec les gens. Et toi, comment tu... d'envoyer des mails, ça rejoint un peu du coup les choses que tu dis aussi. Parler à des gens, tu vois, je trouve que ce soit physiquement ou via les réseaux, via tout ce qu'on a. Alors moi, genre mon père est un fervent défenseur de LinkedIn, ça veut dire, mais en fait en fait, je trouve que la façon de chercher un peu sur LinkedIn est pratique, dans le sens où tu peux chercher par métier, vraiment assez spécifique, sans connaître le nom des personnes. Tu vas taper, je veux, j'en sais rien, un directeur de com, je sais pas, c'est vrai. n'importe quoi, tu vois, tu vas pouvoir trouver sur la réseau, selon plein de critères. Et avant, je le faisais pas trop, et maintenant, ça vient plus facilement, mais en fait, j'en sais rien, quand j'ai commencé à m'intéresser au podcast, du coup, j'ai littéralement été ajouter tous les directeurs ou producteurs de podcasts, genre de Montréal. Quand je savais que j'allais faire de la com, du coup j'ai ajouté pas mal de gens qui travaillaient dans la com ou community manager parce que ça m'intéressait, des choses comme ça. Donc à chaque fois que j'avais un peu une idée d'un intérêt, même si je savais pas exactement où ça allait, j'allais essayer de m'abonner ou de me connecter avec des gens, parce que je me disais je vais voir des trucs qui parlent de ce métier là. Potentiellement c'est quelqu'un à qui je vais pouvoir envoyer un message, ou juste tu vois, ça va me donner des idées. Et puis je le fais pas non plus très régulièrement, mais même pas hésiter à aller leur parler directement, tu vois, leur envoyer un message. La plupart du temps, les gens sont quand même assez contents ou plutôt disponibles. En lien avec ça, c'est ta façon de se présenter aux gens. Parce que au départ, les premières personnes que j'ai invitées, ou les premières personnes à qui j'ai parlé, il y en avait que je connaissais, donc j'avais pas ce problème. Quand je connaissais pas, c'est limite si je m'excusais d'aller leur demander, en mode bonjour, je viens de commencer mon podcast, machin et tout, mais genre non. Genre, j'ai un podcast et voilà, parce que sinon les gens, ils vont se dire bon, on vient de commencer, mais du coup, tu sais, c'est quoi? Alors que quand maintenant, je leur dis juste, voilà, j'ai mon podcast, ça parle de ça. Ils me posent même pas la question, ils sont pas là en mode t'as combien de followers ou d'écoutes, tu sais, genre, ils sont pas comme ça, juste ils me disent ouais, ça m'intéresse, ok. Et quand je dis ouais, ça m'intéresse, ok, c'est que je veux pas me porter l'œil ni rien, mais tu vois, ça peut être des gens qui ont un petit nombre d'abonnés, comme des gens
vraiment une énorme communauté. Non, mais tu soulignes le truc de C'est doser, ça, même si tu sais pas, genre, tu sais pas, bah autant poser la question, ouais, autant y aller, quoi. Bon, de toute façon, tu sais, les gens, enfin, techniquement, ils s'en moquent de ce que tu... Enfin, je veux dire que tu rates ou que t'échoues, tout le monde va s'en moquer déjà, plus ou moins. Donc, en plus, si toi, t'arrives même pas à y croire, ou même si t'y crois, à te présenter comme un truc affirmé, l'autre, il va se dire, mais ben... Tu sais, moi, l'autre, il croit en ses projets, il croit pas en moins d'être super aidant, etc. Ouais. Et que sa vocation ce soit ça, il va pas venir spontanément t'aider si toi, tu vas pas le chercher toi-même. Ouais. Et du coup, j'ai retrouvé mon point, c'était que de découler de ça un peu, c'est vraiment de juste, tu sais, agir tout le temps, tant que c'est pas un truc où tu vas perdre tout l'argent, ou même l'argent que t'as pas, tu sais, si tu pars de zéro, t'as pas de fonds à forcément investir ou quoi. Tu peux te dire, bon, bah, je vais déjà regarder, tu vois, me documenter, regarder beaucoup de trucs, regarder des gens qui l'ont fait aussi, comme on disait, peut-être des vidéos, des trucs comme ça. Ouais, de pas attendre que ça... En fait, il faut agir, faut le faire. Ouais, c'est ça, et puis t'es tout seul au début quand tu démarres quelque chose, je pense forcément, à moins de t'associer avec quelqu'un. C'est sûr qu'il y a un moment où c'est bien de trouver du monde aussi, et ça, je pense, faut pas non plus trop le négliger. Faut savoir aussi reconnaître quand tu peux pas le faire, ou que tu sais pas le faire, ou que tu veux pas le faire, parce que tu vois, c'est un truc aussi. Tu sais, on dit toujours faut attendre, et quand tu sais ou tu vois que ça peut marcher, tu sais, investir et tout, mais je suis désolée, les gens qui investissent et qui réussissent, même, tu sais, juste niveau bourse ou n'importe quoi, tu sais, ils ont investi à un moment où les gens ils pensaient pas que ça allait marcher. Ouais, c'est ce que je veux faut dire. être prêt à perdre ce que tu mets. C'est ça, quoi. donc forcément, tu sais que tu vas potentiellement perdre, mais si juste t'attends et que tu vis dans la sûreté tout le temps, Ouais. ça, tu gagnes rien c'est du un peu tout. compliqué aussi de se développer, donc ouais, on Prendre dirait des très, risques. c'est mon mindset entrepreneurial. Cette vie-là, mais je pense que c'est ça qu'il faut essayer de faire. Il y a tellement d'activités, de trucs, que ce soit à la fac ou en dehors de la fac, mais juste regarder, se renseigner et bah, y aller quoi. Un peu comme tu disais au début, dire oui pour n'importe quelle sortie. Ça n'a rien à voir, mais cet été j'ai fait un stage de plongée. J'aime pas spécialement. Enfin, j'ai testé la plongée, mais je me suis dit, ok, ça va être un. Je sais pas, j'ai envie de tester ça, ça n'a aucun. Voilà. J'ai rencontré des gens, enfin, c'était fou, tu vois. Donc, parfois, faut aller dans un endroit où peut-être potentiellement c'est peut-être pas ton. Enfin, je sais pas, faut pas avoir peur d'aller dans un endroit où peut-être ça n'a pas. Pour l'instant, ça a pas de sens, mais progressivement, je pense que le puzzle se fait. Et, tu vois. Mais c'est parce qu'on nous dit, enfin, peut-être un peu avec l'école aussi, tu vois, beaucoup de. Tu sais, on te demande ce que tu veux faire plus tard et tout. Il faut que ça ait une logique. Donc, il y a une case avec marqué, tu veux être ça. Parce que c'est super dur déjà. Et puis moi, j'ai toujours un peu du mal parce que tu sais, du jour au lendemain, je peux te dire, ok, demain, je vais faire un podcast sur, j'en sais rien, la pâtisserie, tu vois. Enfin, je dis n'importe quoi, mais parce que ça se trouve, demain, je vais me réveiller avec cette idée. Et si j'ai envie de le faire, je dis pas qu'il faut tout plaquer ses études pour aller faire n'importe quoi et faire autre chose. Faut quand même essayer de faire un truc, mais moi, je vois que tu peux avoir une espèce de logique un peu cohérente entre plein d'activités, tu vois. Tant que t'es pas, je veux dire, bien sûr, si t'es en galère financière ou quoi, tu peux moins te poser ces questions et tout. Si t'as le confort de pouvoir faire tes études, pas trop réfléchir, pas forcément travailler à côté, ou peut-être travailler à côté, mais en ayant le temps de faire autre chose ou quoi, j'ai envie de te dire, c'est un peu là où il faut essayer, parce qu'après, au bout d'un moment, tes parents vont arrêter de payer ou quoi, j'imagine qu'ils vont pas te laisser à la rue, mais on sait pas, donc je pense qu'il faut, dès que t'as l'occasion, il faut juste essayer de tester le max de trucs, comme ça quand tu finis tes études ou quand t'es un peu près à. Ou c'est l'heure de te lancer dans le truc, t'as déjà essayé, et limite si ça a raté, bah c'est bien, t'as raté 3 ans en avance que la personne qui va lancer son truc après les études, alors que du coup elle va devoir travailler, et puis en fait elle aura rien commencé. Un peu en espèce de synthèse, j'allais dire, est-ce que tu recommanderais de partir, mais tu sais, c'est un peu. Toute la question du moment, je trouve, mais pas forcément partir non plus, tu sais, même vivre, ça pourrait être juste, tu sais, de voyager, ou juste pour l'expérience comme ça en vacances ou quoi. Bah, la première chose, je pense, c'est de s'écouter. Moi, au tout début, j'avais pas envie de partir à l'étranger, enfin, à la sortie du bac, peut-être il y a beaucoup de gens qui sont du bac en France, je veux dire, chaque fois, il y avait beaucoup de gens qui partaient. Moi, je me sentais pas prête du tout à ce moment-là. Et après ma licence, je me suis dit, ok, là c'est vraiment le moment où j'ai envie de partir. Donc déjà, je pense que la première chose, avant de suivre ce qui est tendance, avant de plaquer son job pour aller à Bali, déjà s'écouter. Les gens qui sont à Bali actuellement. Les pauvres. Et en plus, je suis allée à Bali il y a pas si longtemps et j'ai adoré. Donc sincèrement, c'est pas du tout pour critiquer. Et honnêtement, pourquoi pas un jour, ça se trouve, je finirai à Bali. Voilà. Et c'est ok si c'est pas maintenant, tout de suite. Et comme tu l'as très bien dit,
t'es pas obligé de partir vivre à l'étranger. Il y a un côté aussi, c'est vivre. Bon, bah, tu peux partir une semaine tout seul. J'ai une amie qui est partie toute seule une semaine. Bah, c'était génial pour elle, et elle est partie vraiment toute seule, donc elle connaissait personne, elle a fait son truc, même une personne qui a fait un tour du monde toute seule. Bref, c'est plus pour dire, t'es pas obligé de faire un truc énorme, tu peux déjà partir même un week-end. Un week-end, c'est déjà quelque chose. Et puis même avec des gens aussi, tu vois, c'est pas forcément obligé de te dire je pars à l'étranger, donc faut que je parte toute seule quelque part, tu vois ce que je veux dire. Aussi, genre, des c'est fois, vrai. tu sais, il y a une pression aussi. Non, aussi. pas forcément. Ouais. Si t'as envie de partir à deux parce que c'est plus rassurant ou quoi, te dire l'expérience, elle Elle sera différente, mais t'auras quand même des choses, tu vois. C'est pas partir à deux, ça veut pas dire être vissé à l'autre non plus tout le long du séjour, tu vois. Mais tellement. Donc, En fait, il n'y a pas de règle. Mais c'est sûr que, de mon point de vue, je trouve que voyager, c'est d'une telle richesse. Tu peux pas ressortir de là en étant pas bien. Enfin, oui, ça peut être très difficile. Je dis pas, il peut y avoir des expériences pas ouf du tout, mais je pense que ça, sur le long terme, je veux dire, il y a personne qui est revenu en se disant je suis moins bien. Tout le monde en a appris de ce truc-là, tu vois, de vivre à l'étranger, de rencontrer une nouvelle culture. Ça te fait voir le monde différemment, ça te rend plus humble. Ta vision du monde, c'est pas la vision de tout le monde. Et toi, est-ce que tu recommanderais, du coup ? En vrai, je pense aussi, avant de partir, je savais pas tellement si j'avais envie de partir ou pas. C'est plus parce que j'avais déjà un peu voyagé avec mes parents et tout. J'avais pas non plus besoin de me dire faut absolument que je parte à l'étranger. Mais je pense que quand même, même juste en voyage ou un truc comme ça, tu sais, je pense pas forcément dans le cadre familial, genre avec tes parents, parce que ça, tu sais, quand on est avec tes parents, c'est eux un peu qui gèrent quand même le voyage, des trucs comme ça. Mais franchement, je pense que c'est quand même. Je veux dire, à Sciences Po, on partait tous en échange, tu vois. Il y a personne qui a dit. Même tous les gens qui avaient peur, ils ont juste. Ils ont trouvé du positif, tu vois. Il y a personne qui est revenu genre, ouah, c'était horrible, plus jamais je repars. Donc, je pense que. On met un pouce pour voyager à l'étranger ou partir à l'étranger à plus long terme. Mais du coup, t'as une petite reco livre, et j'ai une petite reco livre pour aujourd'hui. Qui commence pour parler de son livre. Je parle de mon livre. Vas-y, allez. Parce que j'ai choisi mon livre en fonction du thème de la vie, du podcast d'aujourd'hui. Je montre mon super livre. Il va falloir que je lise le titre. J'ai pas envie parce que c'est en. Non, en fait, j'ai trouvé ce livre totalement par hasard à la librairie. Et en fait, c'est un livre sur Netflix et toute la culture qu'il y a au sein de Netflix, au sein de l'entreprise, je veux dire. Et donc, c'est écrit par, donc, en fait, le président de Netflix et une professeure de l'INSEAD. Donc, c'est une grosse école internationale en France, à côté de chez moi, je tiens à le dire. Voilà. Et en fait, j'ai trouvé ce livre hyper intéressant, comme je te disais à Victoria tout à l'heure, c'est que je sais pas si je le recommanderais à 100% dans le sens où il faut prendre ce qu'il y a dans ce livre. En fait, parce que la vision de Netflix de l'entreprise, c'est hyper. C'est très original, je sais pas s'il y a beaucoup d'entreprises comme ça. C'est beaucoup dans. Je sais plus si c'est. Ouais, voilà, c'est marqué No Rules. C'est vraiment l'idée que moins il y a de règles, en fait, plus ça va un peu stimuler la créativité et en fait tirer vers le haut, mais c'est aussi dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire que, ok, en gros, si tu as une idée d'une émission qui va marcher, en fait, tu peux la lancer sans demander à ton boss, par exemple, de la lancer, juste tu vas sûrement discuter avec eux pour quand même avoir des avis, et après tu prends ta décision. Donc, voilà ma recommandation de livres. Je mettrai les liens et tout. Ce sera mieux si je le dis le titre. Trop cool. Ça m'a donné envie de le lire parce que je l'avais vu, j'en avais entendu parler. Mais je me suis dit je le lirai à un autre moment parce que j'avais l'impression que ça allait être très intense. Mais ça m'a quand même donné envie. Je pense que je le lirai. En vrai, ça va. C'est pas, tu vois, c'est. Ça m'a donné envie. Je vais aller l'acheter. Et moi, de mon côté, j'ai pas le livre ici. Mais en ce moment, je suis très très Mike Horn. Je suis tombée dedans. Je sais pas comment. Genre. En fait, j'aime vraiment cette personnalité. Elle est tellement atypique, tellement unique. Je veux dire, quand je vis des moments difficiles, je me dis, il y a Mike Horn. Il y a tellement pire et ça me fait relativiser tellement ce que parfois je vis. Et ça me pousse aussi à faire des choses plus difficiles. Donc là, en ce moment, de Mike Horn, j'ai lu Vouloir toucher les étoiles et en ce moment, je suis dans Latitude Zéro. Mais, encore une fois, alors moi, je pensais que j'aimais pas les livres d'aventure. Je sais pas, je me disais, est-ce que vraiment je vais accrocher ? Sincèrement, quelqu'un qui n'aime pas lire,
tu lui donnes ce livre, c'est impossible qu'il accroche pas avec le livre. C'est écrit d'une manière, en tout cas si vous le lisez en français, c'est écrit d'une manière où t'es embarqué dedans, t'es tellement touché par ce qu'il vit, ça te fait relativiser tellement de choses dans ta vie et ça te pousse à te faire aussi toi des petites choses difficiles parce qu'au final, je pense qu'on est plus heureux en faisant paradoxalement des petits efforts. Mais tu vois, j'ai jamais lu, mais j'ai un peu, je pense, dans le même... une moindre mesure un peu, enfin pour le moment, mais j'avais écouté le podcast de Mathieu Blanchard, je sais pas si tu vois qui c'est. J'ai lu son livre, très bon livre aussi. Et je crois il avait quoi, 30... Ouais. J'ai lu plus de 30 ans quand en gros il a dit c'est bon, je plaque tout quoi. Ouais. Je vais courir, et il vivait à Montréal, je sais pas si c'était ça. Ouais, c'est ça. Incroyable. Et tu sais, c'est des trucs... Ouais, je trouve que c'est des histoires... D'un côté c'est bien, c'est facile à lire je trouve parce que c'est plus une histoire un peu, c'est une biographie tout ça. En même temps, t'apprends plein de trucs. Et du coup, j'aime bien écouter ou lire. Je sais pas lu son livre encore, mais. Il est cool. J'aime bien ce genre de livre aussi, un peu plus aventure ou quoi, alors je ne cours pas. Enfin. Ouais, sans être forcément aventurier. De fou, mais. Ouais, je suis d'accord. On a fait plein de. Plus que de recommandations. Oui, on va terminer ce podcast. Je sais pas, je m'étais dit, est-ce qu'on leur donne des devoirs? Moi, j'avais pensé à un truc. Si tu veux commencer. Vas-y. Si tu veux réfléchir. Comme ça me laisse le temps de réfléchir. réfléchir. Ou tu sais, une anecdote ou un truc où tu t'es dit, genre, tire ça, tu sais, quelque chose comme ça. Ok. Moi, du coup, on a mis ça en place avec mon copain depuis, je pense, ça fait une semaine. En fait, on a mis en place un peu, tu sais, tous les soirs. Déjà, on lit pas mal, on essaie chaque jour un peu. Et à côté de ça, tu sais, on écrit un peu nos 5 gratitudes, enfin pas 5, mais nos gratitudes du jour, un truc comme ça. Et au départ, c'est un peu dur. Tu sais, des fois, t'as l'impression que t'as rien fait et tout. Ouais. Mais en fait, c'est un peu cliché, parce qu'on voit beaucoup ça. Mais d'un côté, si tu le fais, je trouve, sans pression, tu vois, je m'en moque qu'il y en ait 3, 4, 5, mais juste des fois, tu sais, t'as passé une mauvaise journée, t'as passé machin, tu dois quand même 2-3 petits, ça peut être tout petit, enfin des fois c'est juste... je suis contente parce que genre, tu vois, j'ai fait le ménage aujourd'hui, ou genre, je sais pas, je me suis organisée, enfin c'est nul, enfin tu vois, il n'y a pas eu de... C'est pas, bonjour, j'ai fait 15 000 vues, mais par contre, du coup on fait ça, et aussi ce qu'on fait, en fait on se les lit. Du coup, on se confronte un peu à nos trucs, et déjà des fois c'est cool parce qu'on a les mêmes choses, mais pas dit pareil, tu vois. Et je trouve que ça te fait un petit boost. Ben, moi j'ai plus envie de partager une citation. Ouais, c'est bien. Une citation qui m'a fait réfléchir hier. Je sais pas si c'est lui qui l'a dit, mais en tout cas je crois que je l'ai vu sur sa page Insta David Laroche. C'était que paradoxalement aujourd'hui et nous en tant qu'être humain on a peur du rejet et donc on va essayer de ressembler à tout le monde, mais paradoxalement ce qui nous attire chez les autres c'est le fait qu'ils sortent du lot. Et moi cette phrase elle m'a fait réfléchir sur mais parfois t'as envie de ressembler aux autres pour éviter d'être rejeté, pour éviter de créer un truc qui va pas. Or paradoxalement tu es attiré vers quelqu'un qui ne fait pas comme tout le monde, qui sort du lot. C'est intéressant de voir dans les commentaires. Ne faites pas comme tout le monde. Ne faites pas comme tout le monde, on attend. Ne partez pas à l'étranger. C'est vrai, tout podcast. C'est super. Non mais en vrai, n'hésitez pas à réagir à ce qu'on a dit ou quoi, ou même justement à cette réflexion, parce que je pense que c'est intéressant, comme ça on pourra vous répondre et puis pareil déjà. Mais en tout cas, merci d'être venu dans ce premier épisode, nouveau format. Merci de m'avoir invité, j'étais contente. De rien. Je pense qu'on on fera d'autres sur d'autres thèmes, parce avec grand plaisir. On a plein de choses à aborder, et puis pareil, si vous avez des thèmes précis qui vous font, vous avez envie de nous voir parler de ça ou je sais pas, dites-le aussi. N'oubliez pas de vous abonner. Vous avez tous les autres podcasts plus avec des invités, je veux dire des artistes, et je pense qu'à chaque fois on essaiera de relier un peu les thèmes, forcément des thèmes plus artistiques parce que c'est le nom du podcast, mais finalement ça peut vous servir pour beaucoup de choses dans la vie, donc merci beaucoup, et puis on se retrouve du coup dans 2 semaines pour un autre épisode du podcast. Voilà. Merci Chloé.